qui est capable de dire quelle est la part du Gabon dans l'immense réserve qui a fait de lui un émirat pétrolier? Dans les anciens contrats, il avait moins de 20%. C'était le pétrole d'Elf. Encore de l'histoire. Il faut que vous, jeunes, vous en soyez imprégnés si vous souhaitez récupérer votre patrimoine en toute légalité. Lorsqu'à la fin de la décennie 50, sous la poussée nationaliste qui agite l'Algérie, qui est française à cette époque, Paris comprend qu'elle risque de perdre sa principale réserve pétrolière, elle se retourne vers le Gabon où viennent d'être découvertes d'importants gisements. Elle y met le paquet pour l'exploiter. L'outil est ELF, qui signifie électricité et lubrifiant de France. Le Gabon devient sa principale réserve. Au moment de l'accession du pays à l'absolue indépendance en 1960, elle y laisse naturellement à sa tête un homme de paille, Léomba, qui est même carrément opposé à cette accession à la souveraineté internationale. Il supplie le général de Gaulle pour que le Gabon reste dans la communauté ou devienne un département français comme la Martinique ou la Guadeloupe. Mais l'homme du 18 juin 40 n'accède pas à sa demande. Pour lui, cette indépendance n'est rien de plus qu'une démarche symbolique, puisque le pétrole continue d'être contrôlé, d'être exploité par la France. Normal que le contrat pétrolier soit lyonnais, puisque c'est Paris qui l'établit. C'est son pétrole. Et pour s'assurer que personne ne va contrarier son projet, il va choisir un président servile, un gouverneur noir qui n'hésite pas à dire ceci. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Pensez-vous, très sérieusement, que cet homme puisse lire dans le contrat pétrolier élaboré par Paris? Pensez-vous qu'il soit équipé intellectuellement pour évoquer les intérêts de Libreville si déjà sa préoccupation est celle du lien indéfectible avec Paris? Pensez-vous qu'il mesure les enjeux? Comment voulez-vous qu'un homme qui pense ainsi puisse veiller sur les intérêts du Gabon? Et lorsque vient le moment de décéder en 1967, il est remplacé par un autre préparé pour l'occasion, Omar Bongo Ondimba. Il va tout faire pour préserver le statu quo. Même si on le trouve généreux et sympathique, il va veiller sur les intérêts pétroliers d'Elf. Pire, le général de Gaulle, soucieux des intérêts de son pays, qui lorgne sur le pétrole du Nigeria, va se servir de lui pour déclencher l'une des guerres les plus meurtrières du XXe siècle, celle du Biafra. Je reviendrai sur cette question du pétrole dans une autre chronique, tellement les faits sont graves, tellement la supercherie est énorme, tellement l'imposture est inacceptable. Ce qui explique l'omerta, le grand silence entretenu autour de la question. Difficile d'avoir accès à ces contrats. Très compliqué, même pour un ministre, d'accéder à l'information. Cette opacité illustre bien ce qui s'y passe. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais pour nous résumer, lorsqu'on dit que l'Occident et maintenant certaines nations d'Asie ont pillé l'Afrique, on voit bien à travers cet inventaire, qui est loin d'être exhaustif, que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité criarde. Lorsqu'on dit qu'elle continue de le faire, c'est encore vrai, puisque les faits sont là, clairs et têtus. Les activistes, les militants panafricains, les influenceurs les plus populaires ont largement contribué à faire connaître cette vérité. Au point où certains chefs d'État du Nord ont fini par le reconnaître publiquement, comme l'ancien président français Jacques Chirac. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.